Comme d'habitude, quand on parle d'un village, on pense à un endroit calme, tranquille, avec des champs et des arbres, et des gens sympas. Mais malheureusement, cette image a bien changé depuis que j'ai déménagé dans ce petit village après avoir travaillé au Caire. Au début, je pensais que je serais tranquille, que les affaires seraient simples, mais ce n'est pas toujours le cas. Je suis Amjad Noureldin, un policier, et mon destin m'a amené ici pour affronter l'affaire la plus étrange de ma carrière. Tout a commencé avec des signalements de disparition concernant 3 jeunes. Le premier s'appelle Mohamed Radwan, un jeune diplômé. Selon ce que les gens disaient de lui, il était vraiment respecté et toujours bien comporté. La dernière fois qu'il a été vu, il était en route pour Alexandrie pour retrouver ses amis d'université et fêter sa remise de diplôme. Le deuxième s'appelle Cherif Abdelhaï, un jeune homme dont on ne disait pas beaucoup de bien. On m'a même raconté qu'il était responsable du suicide d'une fille du village, du nom de Siam. C'était une fille d'une grande moralité, mais des photos truquées d'elle ont été diffusées, et la pression des gens l'a poussée à se suicider. Tout le monde accusait Cherif à l'époque, mais personne n'a pu prouver quoi que ce soit. L'affaire a été fermée comme tant d'autres. La dernière fois qu'on a vu Cherif, il était chez lui, et après, il est parti sans prévenir personne. Le troisième jeune homme s'appelle Mahmoud El-Koumi, le cousin de la fille qui s'est suicidée. Personne ne savait où il était ce jour-là. Les signalements sont arrivés à des moments différents, mais ce qui est étrange, c'est que les 3 jeunes ont disparu le même jour, et leurs téléphones ont été éteints et n'ont plus donné de signe de vie. Alors, on a commencé à tracer leurs itinéraires, en suivant les derniers endroits où leurs téléphones ont été localisés. On a interrogé leurs amis, leurs voisins, et peu à peu, les surprises ont commencé à apparaître, une après l'autre. Alors, l'affaire a pris une tournure inattendue. Les 3 jeunes ont été vus pour la dernière fois dans des endroits différents à Alexandrie, puis leurs téléphones se sont éteints. D'après moi, leur disparition est liée, et le seul que l'on savait vraiment être allé là-bas, c'était Mohamed. Mais après avoir parlé à ses amis, on a découvert qu'il mentait, qu'il ne les rejoignait même pas. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en interrogeant les habitants du village, ils ont dit que ces jeunes n'étaient même pas amis, une pure coïncidence. Les choses ont pris une autre dimension lorsque j'ai trouvé la première piste importante. C'était le frère de Mohamed, qui a ouvert son ordinateur portable. Tous ses comptes étaient ouverts, et en fouillant dans ses messages et emails, il a trouvé quelque chose de crucial, une invitation pour un entretien d'embauche dans une entreprise à Alexandrie. Et devinez quoi? C'était une fausse piste, une escroquerie. Cela m'a conduit à un appartement loué par Mahmoud, le cousin de la fille suicidée, l'endroit où il avait loué un lieu soi-disant pour une entreprise. Mais là, tout a changé. En entrant, on a trouvé 3 corps, Mohamed, Cherif et Mahmoud. Et le plus surprenant, c'est que leurs organes avaient été volés, leur cœur, leurs reins, même leurs yeux. Cela ne pouvait être l'œuvre que d'un médecin expérimenté, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. L'appartement était divisé en 3 parties, une salle d'accueil normale, un bureau, et une chambre vide avec juste un lit. L'assassin avait tout caché, mais même après avoir nettoyé, on a retrouvé des traces de sang. Cela confirmait que le crime avait eu lieu ici. C'était une découverte choquante, et encore plus difficile à accepter pour nous. Cette affaire est loin d'être finie, et la surprise finale est bien plus choquante que ce que l'on aurait pu imaginer.
Les familles qui ne pourront même pas recevoir le corps entier de leurs enfants pour l'enterrer. Quels crimes ont-ils bien pu commettre pour mériter un tel sort? S'agit-il d'un simple trafic d'organes par un gang qui a profité d'une offre d'emploi pour les piéger? Et si Mahmoud les aidait, pourquoi l'ont-ils tué? Ou bien l'histoire est-elle plus complexe et liée à quelqu'un qui cherche à se venger de ses jeunes? Mais cette hypothèse ne semble pas très logique, car l'extraction des organes a été réalisée de manière professionnelle. En d'autres termes, c'est un médecin qui a fait ça, pas quelqu'un qui voulait juste mutiler les corps pour se venger. Non, non, il y a quelque chose de bien plus important derrière tout ça. Après tout ça, nous avons commencé à convoquer les familles des victimes. Étrangement, tout le monde est venu, sauf le père de la fille qui s'est suicidée. Il était la seule personne encore en vie de cette famille, car le garçon était orphelin et élevé par son oncle. Mais ce dernier vivait dans la maison de son père, car sa femme était décédée. L'officier que j'ai envoyé a frappé à la porte à plusieurs reprises, mais personne n'a ouvert. Les voisins ont dit qu'il avait l'habitude de s'absenter pendant un certain temps et de revenir ensuite, et qu'ils y étaient habitués. Mais dans les circonstances actuelles, il est sans aucun doute suspect dans ce crime et nous devons le retrouver. J'ai donc obtenu un mandat du procureur pour fouiller la maison. Mais ce que nous avons découvert à l'intérieur dépassait tout ce que nous pouvions imaginer. L'oncle du garçon n'avait pas disparu, comme nous le pensions tous, mais il était mort à l'intérieur de sa maison. Empoisonné. Ce fut un choc terrible pour tout le monde. Le cimetière familial a été ouvert pour qu'il puisse être enterré aux côtés de son neveu. Mais cela prendra du temps, car sa mort n'était pas une mort naturelle comme les autres personnes de son âge, ni même une crise cardiaque. L'homme, selon l'examen préliminaire du corps, s'est suicidé en avalant des comprimés de blé. Ces comprimés sont très répandus dans la région et très toxiques, surtout si on les boit avec de l'eau, car cela augmente leur effet et tue la personne sur le coup. La prévention consiste à boire de l'huile pour réduire l'effet jusqu'à ce que la personne puisse être secourue. Mais il est clair, d'après la bouteille d'eau à côté de lui, qu'il ne voulait pas être secouru. Ce qui l'a confirmé, c'est la lettre que nous avons trouvée par terre à côté de lui, et que nous avons renvoyée au laboratoire criminel pour vérifier qu'il s'agissait bien de son écriture. La lettre contenait un aveu de suicide qui a tout changé. Pardonne-moi, ma fille, de ne pas t'avoir cru et d'avoir été la cause de ta mort. Au lieu de tuer celui qui t'a fait ça, je t'ai enfermé et torturé jusqu'à ce que tout soit fini, et je me suis suicidé. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais d'après, j'ai lu tes mémoires et j'ai compris tout ce qui s'était passé. C'est moi qui ai fait entrer le serpent dans notre maison et qui l'ai approché de toi jusqu'à ce qu'il te pique. Malheureusement, j'ai compris trop tard, alors qu'il était trop tard. J'aurais dû venger ta mort de mes propres mains. J'aurais dû me venger du garçon qui a fabriqué tes photos et qui se fait passer pour un exemple de littérature et de morale devant les gens. Mohamed, qui s'est avéré être un démon sous les traits d'un ange, qui fabriquait des photos et les donnait au chien qui s'appelle Shérif pour faire chanter les filles comme toi. Et le troisième, c'est le serpent que j'ai élevé dans ma maison et à qui j'ai fait confiance. Il n'avait peut-être rien à voir avec eux, mais il a fait pire que tous. Ce criminel a profité d'une des fois où il est entré pour réparer quelque chose dans ta chambre et y a installé une caméra.
Il regardait celle qui était censée être de sa chair et de son sang, et qui était censée protéger son honneur et sa réputation. Il pensait qu'il ne publierait rien, alors qu'il savait que tu refusais ça. Le criminel malade n'a pas respecté mon éducation après être devenu orphelin. Et dès qu'il a pu, il m'a mordu. Si tu l'avais gardé dans ton cœur et que tu avais eu peur de ne pas être cru, tu aurais fini par te suicider. Tu es allé vers celui qui est plus miséricordieux que moi et toi. Tu sais, je ne pourrais pas te rencontrer dans l'au-delà avant d'avoir vengé ta mort et tué les 3 de mes propres mains. Tu es morte à cause de moi, tu as perdu ton monde et Dieu c'est ton au-delà. Et moi aussi, je mérite qu'il m'arrive la même chose que toi. Je devrais mourir de la même manière et avec le même poison. Mais je ne le mérite même pas. Voilà la lettre que nous avons reçue du véritable coupable sans aucun effort. Honnêtement, je ne trouve personne dans cette histoire pour qui avoir de la compassion, à part la pauvre fille qui a été lésée par tout le monde, en particulier par les siens. Une histoire tragique qui se déroule dans de nombreuses maisons closes et que personne ne connaît. Mais la volonté de Dieu a voulu que cette histoire se termine différemment, afin qu'elle serve de leçon. Bien sûr, nous devions vérifier les informations contenues dans la lettre pour clore définitivement le dossier, car la lettre contenait de nombreuses lacunes et des propos illogiques. Mais pour nous, il s'agissait d'une preuve et nous devions la suivre. Après avoir fouillé les maisons des victimes, nous n'avons pas trouvé les mémoires dont le père parlait. Mais nous avons trouvé d'autres choses bien plus importantes. La première, ce sont les photos et les vidéos, ainsi que la caméra dont il parlait dans la lettre. Les victimes de cette histoire sont toutes des criminels sans exception. La deuxième chose, c'est le rapport médico-légal qui a confirmé qu'il s'agissait bien de son écriture. Mais s'il a fait ça et qu'il s'est suicidé à la fin, pourquoi ne pas avoir tué les autres au village? C'était plus facile pour lui que tout ce détour. Et pourquoi la lettre n'explique-t-elle pas que c'est son neveu qui a loué l'appartement? Ils n'ont sûrement pas été piégés de la même manière que les autres victimes. Et quand nous avons examiné son ordinateur portable, il n'y avait que des photos et des vidéos de sa nièce, rien d'autre d'important. Alors quoi? L'a-t-il peut-être utilisé puis l'a finalement confronté en lui disant qu'il savait tout ce qu'il faisait? C'est possible. Mais la question la plus importante est comment un ignorant comme lui a-t-il pu réaliser une opération chirurgicale aussi délicate? Ou bien avait-il un complice? Beaucoup de questions et d'incertitudes. Mais l'essentiel, c'est que la moitié de l'affaire est au moins résolue, et j'étais initialement soulagé, ou du moins je le croyais. Mais lorsque la nouvelle s'est répandue dans le village, j'ai été surpris par plusieurs personnes qui sont venues me dire qu'elles n'y croyaient pas et que cet homme était incapable de commettre un tel meurtre. La raison est simple, ce jour-là, il avait abattu une grosse bête pour l'âme de sa fille et avait nourri les pauvres du village. Il avait tué la bête et l'avait distribuée lui-même. Il semble qu'après sa mort, il ait commencé à se sentir coupable, ou qu'il ait pensé que ce qu'il faisait atténuerait sa culpabilité d'avoir causé la mort de sa fille. Dieu seul sait ce qu'il pensait à ce moment-là. Mais l'important, c'est qu'il a passé beaucoup de temps après cela à la mosquée et qu'il y est resté le reste de la journée. L'imam de la mosquée et tous les habitants du village en témoignent. Alors,
Le tueur est toujours libre. Nous sommes revenus à la case départ. Ils ne vont sûrement pas inventer toute une histoire pour disculper un mort. C'est aussi un suspect, mais bien sûr, il est encore possible qu'il s'agisse de l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'était l'explication la plus logique à l'époque, mais la réalité réserve souvent des surprises, avec des explications encore plus étranges que la fiction. Un nouveau suspect a émergé de nulle part, ou plus précisément, 2 personnes, Samira et Hassan. D'abord, permettez-moi de vous expliquer qui est Samira. Si vous vous souvenez, je vous ai dit au début que nous avions trouvé des photos compromettantes de la cousine de Mahmoud sur le téléphone de Mohamed. Mais après avoir examiné les autres appareils, notamment celui de Cherif, nous avons trouvé d'autres photos manipulées sur ces 2 appareils. Elles étaient sous un nom codé, d'où le fait qu'elles n'étaient pas apparues au début. Mais remarquez que ce fichier portait le même nom sur les 2 appareils, ce qui a attiré l'attention. Et effectivement, il y avait des choses cachées à l'intérieur. En cherchant, nous avons découvert qu'il s'agissait de photos d'une fille qui vivait aussi dans le village. Par pure coïncidence, cette fille est médecin, spécialisée en chirurgie, et son frère jumeau est aussi médecin dans le même domaine. Il est bien connu pour être très protecteur envers sa sœur, au point de devenir obsédé. Bref, le crime semblait parfaitement adapté à leur profil. Les 2 ont été convoqués pour être interrogés, et bien sûr, leurs maisons ont été fouillées, pièce par pièce. Mais tous 2 ont nié connaître quoi que ce soit au sujet de ces photos. En examinant son téléphone portable, nous avons découvert que des messages de menaces avaient été envoyés depuis le téléphone de Cherif vers celui de Samira. Bien sûr, elle les avait effacés, mais nous avons réussi à les récupérer, surtout que tous les téléphones des victimes avaient disparu. Ainsi, tout le monde comptait sur l'examen de son téléphone. En résumé, elle nous mentait. Le mobile était donc là, et avec leur expertise médicale, il était clair qu'ils n'avaient pas d'alibi, mais l'absence de preuves tangibles à ce stade m'empêche de conclure l'affaire de manière définitive. L'arme utilisée était un instrument de précision qui a servi à égorger les 3 victimes avec une grande précision, après qu'elles aient été injectées avec une substance provoquant une paralysie corporelle, mais la conscience demeurait intacte. Cependant, nous n'avons retrouvé ni l'arme sur les lieux du crime, ni chez le frère de la victime, ni même chez Samira et son frère. Alors où est-elle allée ? Peut-être que le tueur, avec toute cette intelligence, l'a prise et s'en est débarrassé. D'un point de vue procédural, soit ils prouveront leur innocence, soit ils finiront pendus. La première mesure est de comparer leurs empreintes digitales avec celles retrouvées sur les corps ou sur les lieux du crime, mais celles-ci étaient extrêmement rares et ne correspondaient ni à Mahmoud, ni à Samira, ni à son frère. En ce qui concerne leur alibi, ils étaient ensemble à l'hôpital, en tant qu'infirmiers, à l'heure du crime. Il y avait un grand accident ce jour-là, et ils étaient tous 2 en salle d'opération pendant un long moment, ce qui a été confirmé par les registres de l'hôpital et les caméras. En somme, Samira et son frère étaient plus préoccupés par la honte liée aux photos que par un meurtre, mais ce n'étaient pas eux les coupables. Mais alors, qui l'était ? J'étais perdu. Nous devions enquêter plus sur leur passé, peut-être qu'ils avaient extorqué quelqu'un dans le passé, et que cette personne voulait se venger. Jusqu'ici, je me heurtais à un mur. Mais ailleurs, à Alexandrie, il y avait d'autres gens qui... Je n'ai jamais considéré qu'une affaire serait facile.
Rien n'est facile quand il s'agit de la mort. Mais savez-vous ce qui est plus effrayant que de mourir avec un péché sur soi? Vous allez sûrement être surpris par ce que je vais dire, mais j'éprouve plus de pitié pour les criminels morts que pour les victimes elles-mêmes. Du moins, les victimes sont mortes sans le savoir, mais même si vous êtes tué par trahison ou vengeance, vous portez encore vos péchés, et il n'y a plus de place pour le repentir. C'est ça qui est terrifiant. Je suis Saïd Mahéran, le procureur responsable de l'affaire des 3 enfants tués dans un appartement à Alexandrie, où leurs organes ont été volés. C'est une affaire difficile sous tous ses aspects. Les preuves sont quasi inexistantes, même les rares empreintes que nous avons retrouvées ne correspondent à aucun des suspects, y compris le père de la fille qui a été retrouvé suicidé et qui a avoué. Mais cette confession ne m'a pas convaincu. Pourquoi avouer un crime qu'on n'a pas commis? Et puis, il y a aussi les téléphones des 3 victimes qui ont disparu complètement de la scène du crime, contrairement à leurs autres effets personnels. Malgré tout cela, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quand j'ai suivi les trajets des 3 téléphones et que j'ai comparé les horaires de leur extinction, j'ai vu quelque chose de crucial. Le premier téléphone a cessé de fonctionner dès que son propriétaire est arrivé à Alexandrie, ce qui me fait penser à un problème de batterie. Le deuxième téléphone, après avoir été repéré dans plusieurs lieux, a fini par s'éteindre dans le même endroit où nous avons retrouvé les corps, puis s'est déplacé d'une demi-heure avant de s'éteindre. Le troisième téléphone est passé par le lieu du crime, puis est allé dans un endroit où le deuxième téléphone a été éteint avant de repartir dans l'autre direction pendant encore une demi-heure, puis il s'est éteint aussi. Ces informations m'ont amené à penser qu'après l'incident, le tueur a pris les 3 téléphones des victimes pour les déplacer et tromper la police, avant de revenir terminer son crime. Cela a élargi le périmètre de recherche dans toutes les zones où les téléphones ont été utilisés. Le deuxième fil que j'ai suivi concerne le père de la victime, qui s'est suicidé. Cet homme n'avait pas d'autres proches, et la fille n'avait pas de fiancé. Nous n'avons rien trouvé à ce sujet. Par contre, on a découvert que la mère de la fille s'était disputée avec son père des années auparavant. Elle voulait partir pour son travail, mais il refusait. Leur relation était devenue tendue, au point où il ne voulait même pas qu'elle quitte la maison. Finalement, elle s'est échappée avec son fils aîné. Depuis, on n'a plus entendu parler d'elle. Ce qui est étonnant, c'est que cette femme est médecin. Le père a peut-être avoué pour protéger sa fille après avoir appris qu'elle était responsable du crime. Mais cela signifie qu'elle aurait dû apparaître dans le village ou au moins l'avoir contacté, ce que les enquêtes ont infirmé. Aucun appel n'a été passé depuis son téléphone dans les jours précédant l'incident, ni même après. Où est-elle allée? La solution à cette énigme réside sûrement en elle. Nous avons donc commencé à chercher cette femme et son fils. Mais malheureusement, ils n'avaient aucune famille et il n'y avait aucun indice pour nous mener à eux. C'était comme s'ils avaient disparu sous terre. Le détective a expliqué que les recherches étaient toujours en cours, et il a concentré ses efforts sur une 3e piste, qui était aussi très importante pour lui, les organes prélevés sur les enfants disparus. Ils avaient élargi leur enquête, cherchant des liens avec plusieurs réseaux de trafic d'organes. Ils ont aussi exploré les opérations suspectes et les enchères autour de la vente d'organes humains. Après avoir étudié les informations,
ils ont réussi à déterminer où ces organes avaient été envoyés et comment ils avaient été utilisés. Cependant, il aurait préféré apprendre ces informations d'une autre manière que par la presse, mais l'essentiel était que l'affaire soit résolue, même si la solution venait d'un coup de chance. Un article dans un journal avait attiré son attention. Un titre mentionnait un tueur compatissant ou un bienfaiteur, et s'interrogeait sur l'origine d'organes humains de donateurs inconnus. L'article expliquait que 3 hôpitaux différents avaient reçu des dons anonymes d'organes humains. Bien que ce type de don soit rare, il semblait qu'ils avaient reçu des organes complets, y compris des cœurs, ce qui était très étrange. Ils ont alors investigué sur les hôpitaux et les analyses des organes, et ont trouvé que les groupes sanguins correspondaient à ceux des 3 victimes. Ils ont réussi à identifier le transporteur de ces organes, un homme apparemment ordinaire, un chauffeur de voiture qui effectuait parfois des livraisons. Lors de son arrestation, il a nié toute implication, expliquant qu'il avait simplement été contacté par quelqu'un qui lui avait promis une grosse somme d'argent en échange de sa coopération. Il avait été dirigé vers un immeuble où des boîtes scellées contenant des organes étaient laissées devant une porte d'appartement. Ces boîtes étaient étiquetées avec le nom des hôpitaux auxquels les organes étaient destinés, et il avait dû les livrer, avec une somme d'argent transférée par plusieurs portefeuilles électroniques. En enquêtant plus en profondeur, ils ont découvert que l'argent provenait de petits kiosques électroniques sans caméra de surveillance, et que l'homme avait suivi les instructions à la lettre sans poser de questions. Bien qu'il soit évident qu'il n'était pas le véritable coupable, la recherche de l'identité de la femme suspecte restait cruciale. L'enquête les mena à une ancienne collègue de la femme disparue, qui avait travaillé dans un hôpital avant de disparaître, et il s'est avéré qu'elle avait travaillé en Arabie Saoudite pendant plusieurs années, avant de revenir en Égypte pour permettre à son fils de finir ses études. Elle avait changé de nom avant de partir, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas pu la retrouver auparavant. Ils ont continué à suivre les indices et ont retrouvé son numéro de téléphone. Après l'avoir localisé, ils ont dû l'informer de ce qui était arrivé à sa fille, ce qui l'a profondément bouleversé. Son comportement a alors soulevé des doutes quant à sa culpabilité. Cependant, une fouille de son appartement a révélé des éléments incriminants, notamment des communications secrètes avec sa fille, mais aucune preuve directe de son implication dans le crime. L'enquête a révélé que son fils, qui travaillait comme policier dans le village, était désormais également un suspect. Il était en charge de l'affaire et semblait cacher des informations importantes. Une fois confronté, il a été choqué d'apprendre que sa mère était impliquée dans l'enquête. Après quelques échanges avec elle, cette dernière a finalement décidé de tout avouer. Elle a expliqué que, bien qu'elle ait toujours voulu être médecin et sauver des vies, sa situation familiale et ses choix l'avaient poussée à faire des erreurs graves, notamment en s'associant à des activités criminelles pour pouvoir financer ses ambitions. Après la naissance de Siam, ma vie a basculé. Mon mari refusait catégoriquement que je continue mes études. Les disputes se sont enchaînées, il m'a séquestrée à la maison, surtout après que j'ai reçu une offre d'emploi en Arabie Saoudite. Il m'a forcé à quitter mon travail et a commencé à lever la main sur moi quand je m'y suis opposée. C'était la goutte d'eau.
J'ai commencé à planifier mon évasion. Je voulais emmener mes 2 enfants avec moi. J'ai profité de son absence pour briser la fenêtre de la pièce où j'étais enfermée, j'ai sauté et j'ai cassé le cadenas de la porte. Je suis entrée pour les prendre. Mon fils était près de la porte, ma fille dormait dans son lit. Au même moment, je l'ai aperçu qui revenait de loin. J'ai dû prendre une décision. J'ai pris mon fils et j'ai couru sans me retourner. Je suis allée au Caire et là, j'ai changé mon nom et celui de mon fils. Je l'ai fait passer pour le fils de mon père imaginaire pour qu'il ne puisse pas nous retrouver. Un de mes amis m'a aidé à voyager en Arabie Saoudite. J'ai laissé une partie de mon âme derrière moi, avec ma fille. J'ai vécu là-bas pendant des années. J'ai appris par mes collègues qu'il avait divorcé de moi en mon absence et qu'il m'avait envoyé les papiers à l'hôpital. J'ai vécu des années cachées et j'ai réussi professionnellement, mais je pensais toujours à ma fille. Finalement, je n'ai pas pu le supporter et j'ai décidé de retourner en Égypte. J'ai cherché ses comptes sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que je la retrouve. J'ai su que c'était elle. J'ai essayé de la contacter, mais au début, elle me détestait et ne voulait pas me parler. Elle avait raison, j'ai fait passer mes ambitions avant ma propre fille. Avec le temps, j'ai réussi à la convaincre ou peut-être avait-elle besoin de quelqu'un qui l'écoute. Elle m'a raconté tout ce qui s'était passé, les menaces de ses cousins, le cousin qui avait installé une caméra et la menaçait. Elle ne pouvait rien dire à son père. Elle vivait dans la peur, elle n'arrivait pas à se changer ou à dormir. Un jour, elle m'a envoyé un message, mais j'étais en opération et je ne l'ai pas vu. Quand j'ai vérifié, elle ne répondait plus. Je suis allée voir son compte et j'ai vu un message. Ils essayaient de faire croire à un suicide, mais je savais que ce n'était pas possible. Elle m'avait fait allusion à ça plusieurs fois, mais j'étais trop bête pour comprendre. Mon fils ne savait rien. Il avait 3 ans quand je me suis enfuie. Quand il a grandi, je lui ai dit que son père était mort et que je ne savais rien de sa sœur. Pourquoi je ne lui ai pas dit la vérité? Peut-être qu'il aurait pu la sauver. Mais son père aurait su que j'étais revenue et il m'aurait tuée. J'ai réalisé que j'avais perdu ma fille et que je devais me venger. J'ai retrouvé les criminels qui avaient falsifié les photos et les messages. J'ai piraté leur compte sur un site d'emploi et je leur ai envoyé un mail. Quand ils ont envoyé leur CV, je leur ai envoyé un message d'acceptation. Il y avait un quart d'heure d'écart entre les 2 messages pour le rendez-vous. Chacun a bu l'eau qu'on leur a servie et ils ont été paralysés sur place. Je les ai traînés dans une autre pièce avant de commettre mon crime. Le cousin qui avait loué l'appartement, c'était une autre histoire. C'était un coureur de jupons. Je l'ai contacté avec un faux compte de fille et je l'ai convaincu de me rencontrer. Je lui ai dit de louer un appartement pour que sa famille ne le voie pas. Il a été assez stupide pour le croire. Quand il m'a vu à la porte, il a eu peur. Il s'attendait à quelqu'un de plus jeune. Je l'ai calmé et je lui ai fait boire l'eau. Ensuite, je lui ai expliqué qui j'étais. Il était paralysé, il ne pouvait plus bouger ni crier. Finalement, je les ai tous les 3 tués de mes propres mains. J'ai pris leurs organes un par un et j'ai laissé les seringues devant l'appartement après avoir tout nettoyé.
J'avais payé quelqu'un pour prendre ce qu'il trouverait. J'ai vendu les organes à des hôpitaux pour qu'au moins leur mort serve à sauver d'autres vies. Ensuite, j'ai pris les téléphones et je suis parti. Je les ai éteints et je m'en suis débarrassé pour brouiller les pistes. J'ai détruit les autres preuves et j'ai commencé à préparer mon nouveau départ. Mais j'ai oublié un petit détail, ton mari qui a avoué. Je n'imaginais pas qu'il ferait ça. Tout ce que j'ai fait, c'est de lui envoyer un message avec la voix de sa fille. Je l'ai menacé en lui disant que j'avais vengé sa mort sans lui dire qui j'étais. Il s'est probablement suicidé à cause du remords et il a essayé de protéger le coupable. On va t'arrêter. Quant à Amjad, il sera probablement suspendu en attendant la fin de l'enquête. Et bien sûr, tu n'as pas le droit de quitter le pays. Amjad est resté silencieux. Il a juste serré sa mère dans ses bras et il est parti. J'ai commencé à douter des paroles de la vieille dame. Après des recherches, je n'ai trouvé aucun message sur le portable d'Amjad. Il n'avait même pas de compte sur les réseaux sociaux. Et l'histoire de sa mère qui changeait les portables de place après le crime ne tenait pas la route. Le temps entre le mouvement du portable et le premier endroit n'était pas suffisant pour qu'elle tue 3 personnes, prélève leurs organes et fasse tout ce qu'elle a fait. Ça voulait dire que la personne qui avait déplacé les portables était quelqu'un d'autre. Et ce n'était pas difficile à deviner. Après quelques recherches, j'ai pu prouver sa complicité et je l'ai convoqué une deuxième fois pour l'interrogatoire. Amjad, tu continues à nier ta complicité dans le crime? Malheureusement, oui. Croyez-moi, j'aurais aimé être en prison à sa place, mais je n'ai rien fait. Alors, c'est une coïncidence si ta voiture a reçu 2 contraventions sur le même trajet que les portables avant qu'ils ne soient éteints. Et c'est aussi une coïncidence si on t'a retrouvé près d'un des kiosques où l'argent a été transféré. Et c'est encore une coïncidence si tu as déménagé dans le village de ton père un jour avant le crime. Il y a beaucoup trop de coïncidences, non ? J'étais chez moi, je ne suis pas sortie ce jour-là. Donc, c'est ta mère qui avait ta voiture. Elle ne sait pas conduire. Mais les caméras de surveillance du magasin près de chez toi ont montré que ta mère est sortie et a pris un taxi, et toi tu la suivais avec ta voiture. Oui, je suis sortie pour acheter quelque chose et je suis revenue tout de suite. Mais les enregistrements disent que tu n'es rentré que le soir. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai souri doucement, mais mon sourire a suffi à le troubler. J'ai demandé à ce qu'on fasse venir sa mère de la cellule pour qu'on les confronte à toutes les informations et voir ce qui allait se passer. On a confronté chacun d'eux à leurs contradictions. Quand la mère a compris qu'elle n'avait plus d'issue, elle a commencé à avouer la partie manquante de la vérité. C'est vrai, il n'a pas tué. C'est la vérité. Mais sa peur pour moi l'a poussé à devenir complice malgré lui. Ce jour-là, il m'a suivi avec sa voiture sans que je le sache. Mes agissements ces derniers temps lui paraissaient bizarres et incompréhensibles, surtout mes vêtements noirs et mon chagrin sans raison apparente. Alors, ce jour-là, il m'a suivi à cause de mon stress. Au même moment, j'allais chercher les choses que j'allais utiliser. Ensuite, au début, je ne pensais pas que cela arriverait. Quand j'ai ouvert, il a continué à frapper et crier, et il aurait pu nous dénoncer, c'est pour ça que j'ai ouvert.
Quand il est entré, il a été choqué en voyant le sang et l'état de la chambre. Il avait peur de moi jusqu'à ce que je lui explique pourquoi j'avais agi ainsi. À ce moment-là, il a décidé de m'aider et m'a suggéré de cacher les téléphones, après quoi nous serions en contact pour qu'il puisse transférer le reste de l'argent à l'homme. Une fois tout réglé, nous nous rencontrerions chez moi pour en discuter, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que, pour le reste, il est préférable qu'Anjad continue l'histoire. Allez, Anjad, veux-tu que je continue ou que ce soit toi qui poursuive? C'est toi qui es allé voir ton père, non? C'est exact. Avant que tout cela ne se passe, j'ai reçu l'ordre de déménager à la campagne par pur hasard. Quand cela s'est produit, j'ai vu cela comme une chance pour protéger ma mère, mais je n'ai pas pu affronter mon père. J'ai fini par lui faire face, je lui ai montré les enregistrements et je lui ai dit que s'il parlait de ma mère à quiconque, cela me briserait. Je lui ai dit que je ne pourrais jamais lui pardonner. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela le pousse à se suicider. Imagine voir ton père se suicider devant toi sans savoir comment réagir, alors qu'à quelques mètres de lui, il y a la tombe de ta sœur, et tu ne peux même pas la visiter comme il se doit, en tant que frère, mais plutôt comme un enquêteur dans son propre dossier. Et maintenant, tu remets ta mère à la justice pour la faire condamner à mort, sans rien pouvoir faire. Tout cela à cause de ce monstre qui a suivi ses désirs et qui a été responsable de la mort de ma sœur unique. D'ailleurs, je ne reproche rien à ma mère pour ce qu'elle a fait. Je lui en veux de ne pas m'avoir tout dit plus tôt. J'aurais pu l'aider à faire emprisonner cet homme, car sa vie aurait pris fin à cause de lui. Il ne le méritait pas, franchement. Enfin, l'affaire a été clôturée, et chaque coupable recevra son châtiment, mais c'était une affaire étrange. Je ne vais pas mentir, j'étais heureux qu'Anjad ne soit pas le tueur. Sa carrière était déjà finie de toute façon, il allait être en prison pour un moment, puis il sortirait et pourrait reprendre sa vie, mais je ne pouvais pas être totalement heureux qu'il ne soit pas le tueur, car je savais que ce qu'il avait vécu allait le hanter pour toujours, même s'il arrivait à continuer à vivre. Et c'est tout. Je voulais vous partager tout ça. Vous savez, Maïl Messiri avait des idées surprenantes, et je vous défie de trouver quelqu'un qui aurait imaginé dès le départ que le détective qui parlait au début était impliqué dans l'affaire, même à 1%. Personne ne le savait, pas même moi. Je remercie beaucoup Maïl Messiri pour l'écriture de cet épisode. Et je vous remercie, vous tous, d'être arrivés jusqu'ici. Et tant qu'on est là, il y a quelque chose de très important à dire. Je tiens à vous remercier, sincèrement, du fond du cœur, pour la grande présence et l'amour que vous m'avez montré lors de la foire du livre. C'était incroyable pour moi. Je ne m'attendais pas à voir autant de gens lors de la séance de dédicace, et je n'avais pas imaginé que l'amour que vous m'avez montré serait aussi fort. J'ai été surpris de voir des gens de tous âges, des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes. Cela m'a vraiment touché. J'ai adoré tous vos commentaires et vos retours sur mes œuvres, et je vous en remercie énormément. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, je comprends tout à fait, car il n'est pas toujours possible pour tout le monde de participer, même ceux qui sont à l'étranger. Il y a des gens qui ont pu venir, et d'autres non, malheureusement, mais il n'y a aucune rancune.
Le plus important est que la fiction soit disponible dans tous les pays arabes très bientôt. Elle sera aussi disponible en ligne, donc tout le monde pourra l'acheter, peu importe où il se trouve. Merci à tous, et j'espère que vous continuerez à suivre mes publications. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. À très bientôt, et passez une excellente soirée.